BFM Business et CB News présentent Hebdocom, Rebecca Blanc-Lelouch. Bonjour à tous et très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission. C'est la rentrée d'Hebdocom et ça commence aujourd'hui. Au sommaire, quel défi pour le MEDEF et son image. Vincent de Bernardi, son directeur de la communication, sera en plateau avec nous pour parler de la rencontre des entrepreneurs de France de ce début de semaine. Et ce sera le thème du Focuscom. Snapchat, victime du ralentissement de la pub numérique, c'est tombé cette semaine et on verra ça dans le journal de Julien Casqui. Et puis le gros sujet de la rentrée, pourquoi le rapprochement de TF1 et M6 pourrait ne pas avoir lieu, quels enjeux pour les annonceurs. Le nouveau directeur général de l'UDECAM, Damien Defoucault, a accepté d'en parler avec nous et sera tout à l'heure l'invité média. Voilà le programme, Hebdocom, c'est parti. BFM Business, Hebdocom, le Focuscom. Et pour cette première émission de rentrée, je suis accompagnée de Frédéric Roy, rédacteur en chef de CB News. Bonjour Frédéric. Bonjour Rebecca. Et de notre journaliste BFM Business, Julien Casqui. Bonjour Julien. Bonjour Rebecca, bonjour à tous. Merci à tous les deux pour votre présence. Et nous accueillons donc Vincent de Bernardi. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous. Vous êtes le directeur de la communication du MEDEF, Mouvement des entreprises de France. Et on va parler de la REF qui s'est achevée il y a quelques jours, la rencontre des entrepreneurs de France. C'est un grand moment pour le MEDEF. Moment important pour son image. Vincent de Bernardi, est-ce que c'est une image qui rayonne? Êtes-vous satisfait de la couverture médiatique de la REF? C'est peut-être un peu tôt pour le dire. On sait que traditionnellement la REF, et c'était la 4e édition cette année, a des retombées médiatiques très importantes. Je pense que cette année, il y en aura peut-être un peu plus, mais je n'ai pas encore toutes les données, donc c'est difficile de vous donner des chiffres. Mais intuitivement, on pense qu'il y aura des retombées médiatiques parce qu'il n'y avait que cette information-là, à ce moment-là, et c'est quand même un point important à souligner. Alors à ce moment-là, comment on prépare un événement comme la REF ? La préparation est un long processus. Je dirais presque qu'on commence à réfléchir à l'édition suivante, à peine l'édition précédente terminée. On réfléchit au thème, bien sûr, qui s'affine à mesure que le temps passe et en fonction de l'actualité. Mais surtout, on s'appuie sur les retours des participants, puisqu'on mène une enquête auprès des participants, une enquête de satisfaction. Et donc, on voit quels sont les éléments sur lesquels on peut progresser, qu'on peut corriger. Donc, on prend en compte tous ces éléments-là. Et puis, ensuite, se met en marche une machine assez importante au MEDEF et avec notre partenaire qui est Topscotch pour monter une opération comme celle-ci qui réunit chaque année entre 8 et 10 000 personnes. Cette année, le trafic, l'audience a été sans doute plus importante que les années précédentes. Plusieurs facteurs qui expliquent ça. On n'a pas encore complètement tous les chiffres, mais on voit qu'il y avait une affluence plus importante que précédemment. La date, elle était un peu plus tard que les années précédentes. Moins de Covid, ça joue. Et puis, une période, un moment, un contexte qui donnait à la REF peut-être un rayonnement plus important. Frédéric ? De manière générale, plus au-delà de la REF, quelle est l'image du MEDEF dans les médias et est-ce qu'il faut ou pas l'améliorer? Est-ce que la REF, d'ailleurs, il faut toujours améliorer. C'est un peu le job qui est le nôtre. L'image du MEDEF, elle progresse. Nous, on fait chaque année une étude, un baromètre d'image pour mesurer l'image du MEDEF auprès des chefs d'entreprise et auprès des Français. Et on voit depuis maintenant plusieurs années, depuis 2018, que cette image, elle progresse, y compris auprès du grand public, qui n'est pas forcément la cible la plus privilégiée par une organisation patronale comme le MEDEF. Mais les derniers chiffres que nous avons enregistrés, et ils sont assez récents puisque c'était au mois de juin, montrent que plus d'un Français sur deux a une image positive du MEDEF. Comment? C'est parce que... Sans doute parce que les positions prises par le MEDEF ont beaucoup évolué. Peut-être que le MEDEF est aussi plus présent et plus audible, a un discours plus compréhensible auprès
du grand public et pas seulement des chefs d'entreprise. Et donc je pense que c'est tous ces ingrédients-là qui font progresser l'image. Et puis le MEDEF s'est aussi attaché à expliquer un certain nombre de thèmes, et notamment celui de la transition écologique. Et pour la première fois, les chefs d'entreprise qu'on interroge nous disent que le MEDEF est attendu sur les questions de transition écologique, et ça dépasse les questions traditionnelles, notamment sur la fiscalité. Et c'est vraiment massif. Le bond en un an est de plus de 28 points. Donc c'est un signe. Et là, le logiciel du MEDEF, et c'est l'action que mène Geoffroy Roux de Bézieux depuis qu'il est élu, qui en est le résultat. Ouais, Julien ? Justement, peut-être sur Geoffroy Roux de Bézieux, quelle est l'image qu'a Geoffroy Roux de Bézieux auprès de vos adhérents et dans ce sondage-là ? Je vous rassure, il a une bonne image. Et c'est aussi parce que sa présence dans les médias et sa capacité à expliquer un certain nombre de phénomènes économiques qui ne sont pas forcément très simples, mais il le dit avec des mots accessibles, rend la matière intéressante. Je pense que ça tient beaucoup à ça, mais pas seulement. Alors et c'est aussi le résultat de son action qu'il mène au quotidien sur le terrain en tant que président du MEDEF. La REF a débuté par l'intervention de Volodymyr Zelensky, président ukrainien, qui appelle les entreprises du bâtiment à participer à la reconstruction de l'Ukraine, à localiser la production des matériaux de production. Pourquoi débuter par cette intervention ? 6 mois après le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, on s'est dit que c'était un moment important. Et on a sollicité le président Zelensky pour qu'il s'adresse aux chefs d'entreprise et qu'il leur délivre un message après cette période qui est une période tragique et qui peut encore durer. On a sollicité ses services et il nous a répondu favorablement et on pensait que c'était un moment important. En ouverture de la REF, ça faisait quelque temps qu'on ne l'avait pas entendu et il ne s'était jamais adressé à une assemblée de chefs d'entreprise comme à la REF, et c'est à la REF qu'il y en a le plus. Et justement, est-ce que ça a été difficile de le convaincre, le président ukrainien ? Difficile, le mot est peut-être pas celui-ci. En tout cas, on a beaucoup échangé avec d'abord les services de l'ambassade d'Ukraine à Paris, et puis ensuite avec les services de la présidence ukrainienne à Kiev. Et puis petit à petit, les choses se sont nouées et on a entendu, vous l'avez entendu comme moi, lundi en ouverture de la REF, le président Zelensky. Je ne peux pas vous dire comment exactement, c'est un concours de circonstances. Le moment a été favorable, il avait, je pense, envie de s'adresser à ce public-là. Il a une certaine pratique pour s'adresser aux opinions publiques étrangères. Donc ça s'est passé d'une manière assez naturelle, je dirais. Concernant la couverture médiatique, pourquoi avoir choisi Le Figaro et France Inter ? On choisit plutôt l'audience. Donc un grand quotidien national et une grande radio pour d'abord délivrer le message de rentrée, le message du mouvement entreprise de France, et puis dire ce qu'on va entendre à la REF. C'est quand même le moment de la rentrée économique, la REF. C'est une assemblée de chefs d'entreprise, on y parle d'économie, mais pas que, on essaye d'élargir un peu, parce que de l'économie, on en parle aussi toute l'année, de sujets qui concernent très directement les chefs d'entreprise. À la REF, on prend un peu de recul et on essaye aussi d'apporter un regard nouveau. Les influenceurs, vous êtes, le MEDEF joue aussi de l'influence, influenceur au sens. Pas les influenceurs, non. On travaille parfois avec. On n'influence pas les influenceurs, non, je vous rassure. Vous travaillez parfois avec. Mais on travaille parfois avec. On a des échanges, comme on peut avoir des échanges avec les médias. Et je dirais que les influenceurs, c'est des médias aussi. Donc on travaille avec eux. Julien ? Oui, peut-être sur justement les interventions du président Roux de Bézieux sur France Inter. Notamment, il a dit que c'était des super profits, c'était l'État qui faisait des super profits. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on prépare ? Le sujet est quand même dans l'air depuis quelque temps. Ouais. Donc forcément, mouvement entreprises de France, Geoffroy Roux de Bézieux, il a une opinion là-dessus. Et il a des arguments. Et donc,
quand il est interrogé, donc vous l'avez préparé. Il délivre ses arguments. Préparé, non, parce que le sujet est de toute façon un sujet d'actualité. Donc il est forcément dans l'air et on a forcément une réponse. Merci beaucoup Vincent de Bernardi d'avoir été en plateau avec nous aujourd'hui. C'est parti pour votre journal, Julien. BFM Business, Hebdocom, le JT de la com. Et on commence ce journal avec Netflix qui a précisé cette semaine les contours de sa nouvelle offre avec de la publicité. Et oui, Netflix va proposer un abonnement avec 4 minutes de publicité par heure à un prix de 7 à 9 $ au lieu des 15 $ actuels. Une offre donc moins chère contre de la publicité. Cette offre sera lancée d'ici la fin de l'année selon nos confrères de Bloomberg dans les 6 plus grands marchés mondiaux du groupe. Avec cette offre, Netflix compte donc attirer de nouveaux abonnés et générer 8,5 milliards de dollars de revenus supplémentaires. C'est Microsoft qui se chargera de vendre l'espace publicitaire de Netflix. Dans l'actualité également, l'armateur CMA-CGM prend le contrôle du groupe de presse La Provence. Après des mois de bataille judiciaire, c'est Rodolphe Saadé qui gagne la partie face à son grand rival Xavier Niel, le fondateur de Free. Il rachète les 89% des parts du groupe de Bernard Tapie dans La Provence pour 81 millions d'euros, ainsi que les 11% détenus par Xavier Niel. Rodolphe Saadé devient donc le seul maître à bord au sein du groupe La Provence. Il s'est aussi entendu avec Xavier Niel pour créer une nouvelle imprimerie dans le Var qui verra le jour d'ici 2024. Objectif, imprimer les titres de presse de La Provence et le quotidien Nice Matin, propriété de Xavier Niel. Et on continue avec le patron de Snap, Evan Spiegel, qui va supprimer 20% de ses effectifs. Soit plus de 1200 salariés. Snapchat est contraint de se restructurer. Il pâtit de la baisse des recettes publicitaires liées à la guerre en Ukraine et à l'inflation, ainsi que du nouveau système de protection des données d'Apple. Il annonce aussi qu'il stoppe certains projets pour se concentrer sur sa croissance et la réalité augmentée. Snapchat avait déjà prévenu fin juillet que son activité ralentissait et qu'il allait devoir réduire ses dépenses. Son titre avait chuté de 40%. Snapchat qui compte 6400 salariés dans le monde. Les dirigeants du handball français vont lancer une chaîne disponible en ligne avec des matchs et des contenus exclusifs via un abonnement. Handball TV, voilà comment elle va s'appeler. Les dirigeants du handball français vont lancer effectivement une chaîne en ligne avec des matchs, des contenus exclusifs via un abonnement. Vous l'avez dit, il faudra payer 4 € par mois ou 35 € à l'année. Handball TV proposera 5 matchs du championnat de France masculin et 2 du championnat de Ligue féminine, ainsi que des matchs de l'équipe de France. beIN Sport a soutenu ce projet et la chaîne beIN Sport continuera de diffuser en exclusivité les 3 plus beaux matchs du championnat de handball de France. Merci beaucoup Julien. C'est parti pour l'invité média. BFM Business, Hebdocom, l'invité média. Et nous accueillons pour cette deuxième partie de l'émission Damien Defoucault, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes le nouveau directeur général de l'UDECAM. Pour rappel, c'est l'Union des entreprises de conseil et d'achat médias. C'est une association de mise en relation des acteurs des médias et de la communication. Absolument. Pour se rendre compte, l'UDECAM représente aujourd'hui 90% des investissements médias réalisés en France et compte 25 agences médias membres. Comment se passe votre prise de poste, Damien Defoucault ? Écoutez, tout de suite dans le vif du sujet, parce que les sujets sont très nombreux. Ça se passe sous de bons auspices parce que les agences médias manifestent, je pense, au travers de ma nomination et au travers de tout un tas d'autres signes, leur volonté de reprendre la main sur un certain nombre de sujets. Vous savez, les agences médias sont un petit peu au cœur de ce marché transactionnel publicitaire. Et donc, elles avaient à cœur de trouver quelqu'un qui l'incarne. Donc voilà, c'est votre serviteur qui est là aujourd'hui pour les représenter. Julien, vous avez une question ? Ouais, ça va être quoi les 3 grands dossiers ou les 2-3 grands dossiers à venir ? Qu'est-ce qu'il va falloir suivre pour vous ? Alors, c'est une très bonne question parce que justement, nous les avons annoncés avant-hier soir. Les rencontres de l'UDECAM, vous savez, c'était historiquement depuis un petit peu plus de 12 ans
une grande conférence de rentrée qui durait une journée entière et qui rassemblait l'ensemble du marché publicitaire dans une grande salle parisienne. Et en fait, on a souhaité, au travers de l'impulsion qui a été donnée depuis cette nouvelle gouvernance qui a été élue début juillet, on a voulu changer un certain nombre de choses et notamment être plus présent dans le temps. C'est-à-dire que l'UDECAM, plutôt que d'organiser une grande conférence de rentrée, organisera des conférences à raison d'une conférence d'une demi-journée tous les trimestres. Il y aura 3 thématiques pour cette première saison de l'UDECAM qui seront abordées. Il y aura tout d'abord la problématique du trading et tous les enjeux liés à la fonction de trading. Le métier de média planner, c'était un métier de trader qui est de plus en plus complexe, croyez-moi. Il y aura un deuxième rendez-vous qui aura lieu mi-février 2023, qui sera un rendez-vous autour de l'ensemble des enjeux du digital. Bon, c'est un lieu commun de dire que le digital impacte la plupart des métiers. Ce sera le moment de faire le point. Et puis, mi-mai, je vous donne également rendez-vous pour une demi-journée de conférence autour de la RSE, la responsabilité sociale d'entreprise. Voilà. Donc, c'est les 3 thématiques majeures de cette saison. On va parler d'une autre thématique. On va aborder avec vous le fameux projet de rapprochement M6-TF1 annoncé en mai 2021, il y a plus d'1 an déjà. La finalisation de ce projet est attendue le 17 octobre prochain, après le visa de l'autorité de la concurrence et celui de l'Arcom. Alors pendant l'été, tout a été chamboulé. L'autorité de la concurrence a exigé de TF1 et M6 des concessions très importantes. Et parmi les points qui bloquent, la pub en numéro 1. Le nouveau groupe pourrait avoir une part de marché de 75% des recettes. Événement qui pourrait faire grimper les prix. Damien Defoucauld, comment on se positionne en tant qu'instance représentative des médias face à ça ? Autrement dit, est-ce que vous êtes pour ou contre ? J'attendais cette question. Alors déjà, en préambule, ce que je voudrais dire, c'est que, vous voyez, vous m'interrogiez sur ce nouveau mandat. Thomas Jamet, qui vient d'être élu président de l'UDECAM, a commencé à prendre ses fonctions courant juillet. Voilà une thématique qui était de nature à mobiliser l'ensemble de nos membres. Donc je vous assure que ça nous a permis, le projet de cette fusion a été l'occasion pour tous nos membres de commencer des échanges à bâton rompu. Et disons que grâce à la fusion, on a eu des échanges très directs. Voilà, c'est très sain, ça nous a fait gagner du temps. Donc l'ensemble des membres, les 25 membres que vous mentionniez tout à l'heure, se sont réunis à 3 reprises depuis le 15 août. Sur le fond, en fait, ce dont nous nous sommes rendus compte à l'UDECAM, après ces nombreux échanges, c'est que il y a une diversité d'approches vis-à-vis de ce projet fusion qui est, j'allais dire, qui va de l'enthousiasme. Il y a des gens qui sont enthousiastes dans la profession publicitaire à l'idée de cette fusion, jusqu'à, je dirais, un scepticisme bienveillant. Voilà. Donc, dans ces conditions, l'UDECAM, qui doit parler que d'une voix, elle a été obligée de renvoyer l'autorité de la concurrence à ses membres. Et nous avons surtout joué un rôle pendant cette période de mobilisateur, d'animateur de nos membres. Voilà. Donc je dirais que l'UDECAM n'a pas une position unique et tranchée sur le sujet. Il y a de tout. Elle est très concernée au premier chef. Et j'ai envie d'ajouter que cette fusion en fait, elle a remis un peu le rôle du conseil média au premier plan. C'est une des vertus de cette fusion, c'est qu'il y a beaucoup de marques qui sont un petit peu perdues parce que notre environnement médiatique, un autre lieu commun, est en chamboulement complet depuis plusieurs années. Et beaucoup de marques demandent à leur conseil média, mais alors, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on doit en penser ? Vous voyez, donc ça remet le rôle du conseil média au premier plan. Ça revalorise le métier. Absolument. Frédéric ? Parce qu'au fond, dans cette histoire, la question qui se pose, c'est un peu de savoir si on considère que il y a un univers qui est l'univers de l'audiovisuel français dans lequel TF1 et M6 seraient ultra dominants, ou alors, ce qui est la thèse de M6 et TF1 et qui justifie leur rapprochement, ils resteront de toute manière tout petits face aux GAFA, à Facebook, Google et autres. Là-dedans, malgré tout, les agences qui constituent l'UDECAM ont un regard. Quel est au fond leur intérêt que la fusion se fasse ou pas ? Je pense qu'ils doivent rester relativement neutres. La plupart restent relativement neutres vis-à-vis de cette fusion. Je vous disais que les positions étaient... il y avait des petites subtilités d'approche. Vous avez raison de préciser que
elle pose la question, cette fusion, ce projet de fusion pose la question de la définition des marchés. Quel périmètre? Et dans un contexte où, de cette grande convergence digitale qui joue comme une tectonique des plaques, la définition qu'on pourrait donner à la télévision aujourd'hui sera probablement très différente de celle qu'on lui donnera dans 3 ans. C'est ça qui est très délicat. Là, je vous renvoie à la position de nos confrères de l'Union des marques. C'est un peu nos confrères. Ils représentent les annonceurs. Et l'Union des marques dit une chose très claire aujourd'hui, c'est que la télévision est un marché insubstituable. C'est-à-dire que la télévision demeure et donc doit être considérée comme un marché en tant que tel. Absolument. Donc, ouais. Des auditions importantes sont prévues lundi et mardi face au collège de l'autorité de la concurrence. Est-ce que maintenir les 2 régies publicitaires des 2 chaînes séparées peut suffire pour l'autorité de la concurrence ? Vous savez, je serais bien imprudent de m'exprimer au nom de l'autorité de la concurrence. Si vous voulez, moi, ce que je pressens, c'est que le maintien de 2 régies publicitaires, si le projet de fusion est mené à son terme, il n'est que provisoire. Et d'ailleurs, dans les propositions que j'ai lues, c'est un maintien pendant 3 ans, renouvelable. Je dirais qu'il serait un petit peu court-termiste de s'exprimer là-dessus, en tant qu'UDECAM en tout cas. Voilà. Julien ? Alors, est-ce que j'ai le temps de poser encore une question fusion TF1-M6 ? Allez-y. Donc, est-ce que il faut regrouper, selon vous, comme l'a dit un peu Frédéric Roy, mais le marché de la télé et le digital, est-ce qu'il faut les fusionner tous les 2 ou pas ? Ils sont très imbriqués. C'est quoi le marché de la vidéo digitale? C'est le replay, c'est le pré-play, c'est les acteurs majeurs de nos confrères américains, c'est ce qu'on appelle l'open web, j'allais dire... Tout est vidéo. Certains soulignent que TV, c'est l'acronyme de Total Vidéo. C'est très difficile de répondre à cette question, tout simplement en raison de cette tectonique des plaques. C'est un marché mouvant. Donc la réponse que je pourrais donner aujourd'hui, elle serait probablement battue en brèche dès le début de l'année prochaine. Vous voyez, je suis obligé de m'abstenir, là. Je suis désolé. Une autre question sur un autre sujet, un mot sur l'arrivée de la pub sur Netflix, un nouvel abonnement moins cher financé par de la publicité. Ça a été annoncé, 4 minutes de pub par heure de visionnage. Comment on accompagne les annonceurs vers ce nouveau chantier ? Par des études. Il y a déjà beaucoup de chiffres. C'est un marché, le marché des médias et publicitaires est un marché qui est très consommateur d'études. Vous en savez probablement quelque chose. Vous avez des mesures d'audience dont le périmètre est en évolution permanente. Déjà, les annonceurs nous posent la question de la mesure cross-média, d'une mesure dédupliquée selon qu'on consomme tel ou tel canal sur tel ou tel terminal ou device, pour employer cet anglicisme. On les accompagne justement en étant en veille permanente. C'est ça, le métier d'acheteur d'espace, vous savez, il y a un fait clé qui est que nous ne sommes pas des partenaires comme les autres. Nous sommes des mandataires. Et nous avons un mandat juridique pour acheter au nom d'eux, pour développer des stratégies médias au nom d'eux. Mais ça ne se limite pas à ça. Effectivement, les marques sont parfois perdues devant ce foisonnement des médias. Où est-ce qu'on va chercher nos utilisateurs? Dans quel environnement de consommation de contenu on va les chercher? Là, le rôle de l'agence média, elle trouve tout son sens. Autre exemple, on parlait de la télévision à l'instant. Il y avait, il y a 20 ans, 6 chaînes de télévision, puis 11, puis 28. Je même vous fais grâce des offres du câble et du satellite. Et maintenant, les plateformes que vous évoquez. Les agences sont aux avant-postes de l'analyse de ce marché. Le rôle de l'agence, en amont même du conseil en achat d'espace, c'est de rendre compte de l'évolution de ce marché en permanence auprès de leurs marques, auprès des annonceurs. Merci beaucoup, Damien Defoucault. Vous êtes le nouveau directeur général de l'UDECAM, je le rappelle. Et puis maintenant, Hebdocom finit en chronique. C'est parti pour la chronique média de Frédéric Roy. BFM Business, Hebdocom, la chronique média. Alors Frédéric, comment se passe votre rentrée? Elle se passe très très bien, merci Rebecca. En fait, pour la rentrée quand même, je suis obligé de l'avouer, je suis allé chez le coiffeur.
Je sais, ça se voit pas tellement, mais je vous jure qu'avant, c'était vraiment une catastrophe. Mais pourquoi est-ce que je vous raconte ça? Je vous raconte ça parce que quand on va chez le coiffeur, chez la coiffeuse, en ce qui me concerne, on parle. On parle des vacances, mais on parle de la rentrée. Et j'explique à ma coiffeuse que dans mon journal, les journalistes sont rentrés un peu plus tôt. Pour préparer le numéro de septembre, alors que les commerciaux rentrent un peu plus tard parce qu'eux, ils travaillent sur le numéro suivant d'octobre. Et là, ma coiffeuse m'interrompt, elle me dit « Mais pourquoi est-ce qu'il y a des commerciaux? Ils servent à quoi dans un journal ?» Et je lui dis « Ils servent à vendre la publicité, parce qu'on vit, entre autres, de la publicité. » Ah, mais alors c'est pour ça qu'il y a autant de publicité dans les journaux et à la télé? Je dis « Voilà, c'est ça. » Et alors, je sais bien que la plupart des auditeurs, des téléspectateurs d'Hebdocom sont au courant que la pub est importante, mais je trouve que c'était important, cette rentrée, de le rappeler. Voilà. Même s'il y a effectivement quelques médias comme Mediapart ou le Canard enchaîné depuis plus de 100 ans qui vivent sans pub, la plupart d'entre nous, je nous mets BFM Business dedans, vivons de la publicité. C'est quand même 16 milliards d'euros d'investissement publicitaire en 2021, tous médias confondus, donc c'est quand même pas mal. Même Netflix, on le disait à l'instant, qui avait bâti tout son système économique sur l'abonnement, est en train de se mettre à la publicité pour pouvoir abaisser ses prix. Donc la publicité, elle est absolument partout. Et d'ailleurs, là aussi, on en a parlé à l'instant avec Damien Defoucauld. Si TF1 et M6 envisagent de fusionner, c'est en raison, effectivement, de la publicité, du fait qu'ils se considèrent comme petits face aux énormes Google, Facebook, qui accaparent l'essentiel du marché. Et si l'autorité de la concurrence venait à refuser cette opération, c'est à nouveau en raison de la publicité, parce qu'elle considérerait que TF1 et M6 assèchent ou en tout cas deviennent beaucoup trop puissants sur le secteur des médias en France. Alors, bien sûr, moi, je ne sais pas comment cette histoire va se terminer, mais alors que les nuages s'accumulent sur l'économie, c'est important de savoir que la bataille pour la part du gâteau publicitaire est pas près de se terminer. Et comme on parle de gâteau, l'important dans la pâtisserie, c'est que ce soit bon, et c'est la condition pour que la publicité, en tout cas, soit digeste. Merci Frédéric Roy, merci à tous d'avoir écouté ou regardé Hebdocom. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. D'ici là, très bon week-end sur BFM Business. Hebdocom sur BFM Business.